je vais vous faire quelques mots d'introduction, évoquer l'arrêt, puis Madame Pézard développera cette méthode apparemment nouvelle, et après, je ne sais pas si nous serons complètement d'accord. Après, de ce fait, si nous ne sommes pas d'accord, eh bien, il y aura une contradiction entre nous et bien entendu une discussion immédiate avec vous, parce que ce sont vos questions, vos observations qui nourriront très certainement la discussion. Il faut savoir que la Cour de cassation, depuis quelques mois, est très agitée sur le point de savoir si les méthodes de raisonnement telles qu'on les trouve exposées dans les arrêts, quelles que soient les chambres qui rendent ces arrêts, ne doivent pas être revues, réexaminées. Le premier président, M. Louvel, fortement influencé par la jurisprudence venant des deux cours européennes, la Cour de justice de l'Union et la Cour européenne des droits de l'homme, y est assez sensible, ainsi qu'un certain nombre d'autres magistrats à la Cour de cassation. D'autres, en revanche, y sont très hostiles. Les avocats au Conseil, pour leur majorité, y sont eux-mêmes hostiles. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. La Cour de cassation continue à réfléchir sur le sujet. Évidemment, si la Cour de cassation venait à modifier les méthodes de ces arrêts, il est clair que ça descendra aussitôt devant les juges du fond, tribunaux de grande instance et autres juridictions de première instance, et puis cour d'appel, parce qu'on ne peut pas avoir une cour de cassation qui est une méthode particulière et des juges du fond qui en appliquent une autre. Ça ne peut pas marcher. Donc le débat est extrêmement important. Et si les juges du fond changent leur méthode de raisonnement, eh bien, les avocats, nécessairement, devront, dans leurs assignations, dans leurs conclusions, dans leurs plaidoiries, modifier eux-mêmes les méthodes de raisonnement. Car, je le disais encore hier aux étudiants, le point commun de tous les juristes, quel que soit leur métier, c'est une méthode de raisonnement qu'ils partagent sur les situations juridiques et tout spécialement les procès. Alors, depuis la création du tribunal de cassation à la Révolution, il faut remonter jusqu'à la Révolution française, et la refonte des juridictions du fond pendant cette même Révolution, lorsqu'un cas se présente devant les tribunaux, que fait le juge? Que font les avocats en amont? Parce que ça commence par les avocats. Eh bien, ils ont cette situation conflictuelle et ils vont aller rechercher dans les codes ou dans les lois, si celles-ci ne sont pas codifiées, la règle de droit qui correspond à la situation donnée. Et puis, ils appliqueront, alors pour les avocats, chacun de son côté, en l'interprétant librement, ils appliqueront la règle à la situation particulière. C'est ce qu'on appelle la méthode syllogistique. C'est un mot savant, vous vous en souvenez, étudié à l'université, même avant, parce que c'est commun pour une bonne part à la philosophie. Ça consiste à appliquer la règle à la situation donnée. Liberté d'expression. Anish Kapoor a des œuvres assez particulières et dont il a mis récemment Jardin de Versailles. Il y a des graffitis qui ont été apposés sur ses sculptures. Il porte atteinte à sa liberté d'expression et également à son droit moral. De ce fait, ces graffitis doivent être retirés et les auteurs, s'ils sont identifiés, doivent être condamnés. Tout est comme ça. Dans tous les domaines, une situation particulière, on va chercher une règle de droit. Et c'est assez logique, puisque
la Révolution française et puis Napoléon après elle, et nous sommes encore pour une bonne part sous le système napoléonien, est un système de droit écrit. La loi, d'abord il y a des lois nombreuses, de plus en plus nombreuses, elles sont dans des codes où elles sont isolées, et il est aisé, et c'est un travail essentiel pour les avocats, d'aller rechercher la règle de droit la plus adaptée à l'espèce. C'est simple, c'est du b.a.-ba que je suis en train de vous dire. Mais c'est ce b.a.-ba qui est en train d'être remis en cause. Parce que, évidemment, dans ce mécanisme d'application de la règle de droit, il y a non pas un automatisme, il n'y a pas d'automatisme dans le droit, vous savez bien. Justement, c'est la liberté, notamment d'application, d'interprétation de la loi. Mais enfin, il y a un certain automatisme. Et c'est cet automatisme qui se heurte à de nouvelles méthodes, comme je l'ai dit, en provenance des cours européennes, sachant que ces cours européennes sont elles-mêmes influencées, pour toutes sortes de raisons, par ce qui existe de longue date en common law. Les juges de common law, les juges anglais d'abord, puis les juges américains, enfin, toute la tradition de la common law qui remonte bien avant la Révolution française, n'ont pas cette obligation de se référer à un texte de droit écrit, n'ont pas ce mécanisme du syllogisme. Chaque cas est individuel. Le juge, avec sa culture, sa philosophie, qui sont souvent très étendues, va déterminer la solution qui lui semble la plus juste en pesant les intérêts respectifs des parties. De sorte qu'il n'y aura pas cette application, non pas mécanique, mais disons semi-mécanique, de la règle de droit. Et ça nous fait arriver à l'arrêt du 15 mai 2015, qui a été très commenté alors qu'il est récent, et notamment, évidemment, dans Légipresse, dans le dernier numéro de Légipresse, par notre ami Vincent Varret. Une situation très classique de contrefaçon. Il s'agissait d'un photographe dont plusieurs clichés avaient été utilisés sans autorisation par un autre auteur, par un peintre qu'ils avaient incorporé. C'est un mouvement artistique qui est relativement fréquent, si ce n'est que là, il n'y avait pas eu d'autorisation. C'est archi-classique au regard des règles du Code de la propriété intellectuelle. Œuvre dérivée, empruntant à une œuvre originaire, sans l'autorisation de l'auteur. Les textes de mémoire, c'est L112.4 ou je ne sais plus. Bref, il y a deux textes qui prévoient que les œuvres dérivées sont tributaires des droits de l'auteur de l'œuvre originaire. C'est logique dès lors que l'œuvre originaire n'est pas tombée dans le domaine public. De ce fait, le premier auteur assigne en contrefaçon, en invoquant les textes du Code de la propriété intellectuelle. Le deuxième auteur commence par, c'est assez fréquent dans toutes les matières du droit d'auteur, commence par invoquer l'absence d'originalité de certaines des photographies. Donc si l'œuvre première, l'œuvre contrefaite n'est pas originale, c'est réglé. Une fois de plus, c'est un moyen de défense assez classique. Mais il invoque un deuxième moyen qui se fait jour depuis plusieurs années en matière de droit d'auteur, hein, ce n'est pas nouveau, qui est celui de sa liberté d'expression. Il a exercé sa liberté d'expression, il a certes utilisé une œuvre, mais pour créer sa propre œuvre, de sorte qu'il ne doit pas être condamné. Alors, du point de vue du syllogisme et des méthodes d'application du droit, l'argument ne pouvait pas avoir un effet, puisque, sans aller même dans le Code de la propriété intellectuelle, on peut évoquer la Constitution et toujours la déclaration de nos amis révolutionnaires. La liberté est certes sacrée, mais elle s'arrête là où on empiète sur les droits des autres. Voilà. Cependant, donc,
étant condamné par le juge du fond, l'auteur, le deuxième auteur, forme un pourvoi et reproche au juge du fond de ne pas avoir mis en balance ses intérêts, ses droits propres d'auteur s'exprimant dans cette liberté qui est la sienne, avec, certes, les droits du premier auteur. Alors, il n'avait pas d'exception à faire valoir au regard du Code de la propriété intellectuelle. Bien sûr, on peut utiliser, vous le savez aussi bien que moi, on peut utiliser les œuvres d'un autre auteur sans son autorisation, dès lors qu'on s'inscrit dans les exceptions qui sont prévues par le Code de la propriété intellectuelle et ou par les directives européennes. Mais là, a priori, il n'y avait pas. Même avec le test des 3 étapes. Je blague. Ah bon? Oui. Mme Pézard est l'auteur d'un arrêt entré dans les annales sur le sujet. Il n'y avait pas. Donc, il n'avait guère que sa liberté d'expression, mais au regard de la propriété intellectuelle, ça ne lui suffisait pas pour invoquer la possibilité de faire débouter l'adversaire. Il eût été aux États-Unis, peut-être aurait-il pu invoquer cette fameuse exception, limitation très générale, très générique de ce qu'on appelle le fair use. Fair use, eh bien, il ne cherchait pas nécessairement à faire des profits, et puis il était lui-même un auteur ayant un certain nombre de droits, donc peut-être se serait passé devant le juge américain. Mais on était en France. La Cour de cassation eût dû, en toute logique, dans l'application du syllogisme, rejeter le pourvoi. Eh bien, surprise, elle casse. Et voilà ce qu'elle nous dit, après avoir rappelé la solution du juge du fond. En se déterminant ainsi, c'est-à-dire en condamnant le contrefacteur, le deuxième auteur qui n'avait pas demandé l'autorisation, sans expliquer de façon concrète en quoi la recherche d'un juste équilibre entre les droits en présence commandait la condamnation qu'elle prononçait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. Quel est le texte susvisé? Pas le Code de la propriété intellectuelle, c'est l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Évidemment, vous voyez le changement de méthode. Au regard, le défaut de base légale, au regard du Code de la propriété intellectuelle, ça ne tenait pas, puisque c'est une application tout à fait orthodoxe du Code de la propriété intellectuelle. Une œuvre protégée, pas d'autorisation, aucune des exceptions n'existait, l'œuvre est originale, eh bien, le deuxième auteur doit être condamné. Mais non, la Cour d'appel aurait dû rechercher le juste équilibre. Qu'est-ce que c'est que le juste équilibre? C'est un standard, donc c'est une norme d'application et d'utilisation du droit judiciaire ici, utilisée massivement par la Cour de justice de l'Union et par la CEDH, par les deux juridictions relevant de deux ordres supranationaux, mais elles ont la même méthode, qui consiste à mettre en balance les droits respectifs des parties et puis de trancher dans un deuxième temps. En d'autres termes, alors même que le deuxième auteur s'était mis dans une situation d'illégalité, puisqu'il avait utilisé une œuvre sans autorisation et sans rentrer dans les exceptions, eh bien, la Cour de cassation reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir fait cette balance des intérêts. Alors, grossièrement, balance des intérêts entre la victime de la contrefaçon et l'auteur de la contrefaçon. Donc, évidemment, c'est très nouveau. C'est un arrêt très intéressant, très provocateur, et qui illustre parfaitement, très certainement, c'est la première chambre civile, évidemment, qui illustre parfaitement le débat qui agite la Cour de cassation en ce moment. Et vous comprenez qu'avec cet arrêt, qui est une sorte d'arrêt pilote, il annonce ce que pourrait être
les nouvelles méthodes de raisonnement des juges, et je le répète, de la Cour de cassation, et de ce fait des juges du fond, cour d'appel, tribunaux de première instance, et de ce fait des avocats. Je ne suis pas complètement d'accord avec cet arrêt, et je vous exposerai tout à l'heure pourquoi. Je porte un petit peu la contradiction à Mme Pézard, encore qu'il y ait certains points sur lesquels nous sommes d'accord. J'ai l'impression. Et puis, jusqu'à 10h moins 5, 10h, et ensuite, on discute tous ensemble. Alors, d'abord, on n'a pas interprété largement l'arrêt. Il ne s'agit pas de le minimiser, pas d'en faire un arrêt d'espèce. Je répète, c'est un raisonnement très nouveau, et le visa, comme je l'ai indiqué, pas le visa du Code de la propriété intellectuelle. Ici, la Cour de cassation ne vise même pas les textes du Code de la propriété intellectuelle. Et je répète, il y en a au moins 2 ou 3, même plus, qui allaient dans le sens de l'application du droit exclusif de propriété. Elle a visé directement et seulement l'article 10 de la Convention européenne. Donc c'est un signe extrêmement clair. Vous l'avez dit, Madame Bézard, le problème, c'est une méthode extrêmement intéressante, le problème, c'est la clarté et la prévisibilité. L'appréciation in concreto, c'est très bien, mais on peut se poser une première question. Est-ce que la Cour de cassation et les juges du fond ne procèdent pas d'ores et déjà dans leurs décisions, même si elles sont parfois trop elliptiques, et j'y reviendrai dans un instant, à une appréciation in concreto? Est-ce que les juges de common law ont le monopole de l'appréciation in concreto? Moi, je ne crois pas, compte tenu de la formation et de l'humanité de nos juges. Alors, les avocats sont là pour l'apprécier. Quand on gagne une affaire, on est très content. Quand on la perd, on est très mécontent. Mais il n'empêche que dans tous les cas, ce sont des juges, des êtres humains avec leur culture, leur intelligence, leur sensibilité, qui ont rendu ces décisions. Le problème de la clarté, de l'intelligibilité et de l'appréciation in concreto, c'est-à-dire de la méthode analytique, sous réserve de l'application de précédents, parce qu'en common law, il y a aussi la règle du précédent. Et devant les juridictions supranationales, il suffit de lire les arrêts de la Cour de justice ou de la CEDH pour voir que systématiquement, une bonne partie de leurs décisions fait renvoi à des décisions précédentes, plus ou moins analogues, plus ou moins similaires, ce qui rend difficile la compréhension et l'harmonie de la règle. Le problème, c'est que avec nos règles de droit écrites civil law, on a un texte de loi, de la jurisprudence plus ou moins étoffée appliquant ce texte de loi, de sorte que l'avocat, le juge du fond, le juge de cassation, n'ont pas de difficulté précisément du point de vue du raisonnement, de l'application de ce nouveau cas au regard du texte de loi et de la jurisprudence préexistante. C'est comme ça que ça fonctionne en France depuis un certain nombre d'années. Si les choses changent et s'amplifient par cette appréciation concrète, cette pesée des intérêts, ça va rendre une grande imprévisibilité. Et c'est vrai que nous sommes soumis de fait et institutionnellement pour une bonne part aux jurisprudences des cours européennes. Mais pour ma part, il suffit que j'ouvre Légipresse, que j'ouvre Légipresse, et je lis, dans pratiquement chaque numéro, il y a un arrêt de la CJUE, un arrêt de la CEDH. L'arrêt de la CJUE, je les lis, j'en ai encore lu un récemment dans Légipresse, c'est pas toujours très simple à comprendre. C'est un raisonnement assez long. En plus, il y a les conclusions de l'avocat général qu'il vaut mieux aller lire parce qu'elles sont en général très importantes. Il y a ce système des précédents. Il y a le rappel très long des directives, des considérants, pas seulement les articles, aussi des considérants. Vous avez plusieurs pages, parfois des dizaines de pages sur le rappel des considérants et des textes applicables et des directives. Souvent, il n'y en a pas qu'une. Donc déjà, c'est difficile. Puis, il y a la présentation des moyens des parties, ça c'est quand même assez classique. Et puis, il y a le raisonnement de la Cour sur chacune des questions qui sont posées. Et parfois, c'est difficile à comprendre, à la fois le raisonnement et la solution, de sorte qu'il faut s'y prendre à plusieurs reprises.
l'application de la directive 2001 en droit d'auteur, par exemple, pour tout ce qui est rémunération, copie privée, exception, etc., par rapport à un arrêt de la Cour de cassation ou de la Cour d'appel de Paris, je dois dire, pour ma part, que j'ai un certain mal. Si on évoque les marques, secteur voisin, où la Cour de justice a pris une emprise pratiquement exclusive, pas exclusive, mais quand même considérable. Eh bien, j'en lisais encore, je lisais hier l'arrêt KitKat, rendu en 16 septembre par la Cour de justice, mais j'ai lu 3-4 fois et je dois dire que j'ai toujours pas compris. Quant à la CEDH, j'ai des spécialistes devant moi, c'est plus clair, mais pas toujours satisfaisant au regard de la cohérence. J'évoquais hier avec les étudiants, une de mes étudiantes a rédigé un mémoire sur l'espérance légitime, le droit à la vie privée, à travers le cas de la famille de Monaco, les Grimaldi. Il y a 3-4 arrêts concernant Caroline, son frère, sa fille, etc. La Cour utilise les mêmes standards. L'espérance légitime, qu'on vous fiche la paix, ce n'est pas parce que vous êtes très célèbre que vous n'avez pas le droit à un minimum à ce que de la presse people vous traite de vous en permanence. Eh bien, sous couvert d'avoir ce standard de l'espérance légitime, vous avez des arrêts qui sont radicalement différents. Alors, si c'est ça la pesée des intérêts, l'appréciation in concreto, eh bien, ça illustre le problème de la prévisibilité. Ma deuxième observation, c'est que ce début de raisonnement au sujet du droit exclusif de propriété, en écoutant Mme Pézard, et surtout par sa conclusion avec Wagner, on voit très bien que ça s'appliquerait à tout le droit d'auteur, et notamment au droit moral. Puisqu'au fond, il y a un certain nombre de contentieux où l'auteur invoque le respect, par exemple le respect ou la paternité due à son droit moral. Après tout, si c'est un autre auteur, et pas seulement un auteur, ici dans l'arrêt du 15 mai, il s'agissait d'un auteur, mais ça pourrait très bien être une plateforme Internet, un distributeur, toutes sortes de personnes qui utilisent des œuvres sans autorisation en méconnaissance du droit de propriété et du droit moral. Alors, vous avez dit, Madame Pézard, c'est vrai qu'il y a un certain courant radical consistant à considérer que la propriété intellectuelle devient une exception. Ça a fait bondir le professeur Dorieux. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Donc, on en est à la balance des intérêts. Et la balance des intérêts, ça suppose une horizontalité des droits. C'est-à-dire que celui qui a utilisé l'œuvre sans autorisation, du fait de sa liberté d'expression, a le même droit. Alors, c'est un petit peu la confusion, ça touche la théorie du droit et la philosophie du droit, c'est un petit peu la confusion entre les droits et les libertés, et puis surtout, il y a cette égalité que présuppose la pesée des intérêts, et voilà, c'est une nouveauté. Enfin, dernier point, puisqu'il est 10 heures, les deux derniers points. Vous avez dit, Madame, non, je vais le faire en un point. Madame Pézard, vous avez dit, c'est tout à fait légitime que les cours européennes et la Cour de cassation veuillent comprendre le raisonnement. Et ici, le reproche, défaut de base légale, c'est que la première chambre civile reproche au juge du fond de ne pas s'être suffisamment expliqué. Alors, ça relève de choses. Tout d'abord, nous sommes dans un système de droit écrit. À partir du moment où la loi a posé une norme, cette norme étant qu'il y a une propriété, de sorte que, sauf exception, il faut demander le consentement du propriétaire intellectuel avant d'utiliser publiquement son œuvre, le juge n'a pas à l'expliquer. C'est la loi. Nous sommes ici dans un débat de source. La loi a tranché. Le juge est la bouche de la loi, de sorte que le juge n'avait pas à peser les droits. C'est la loi qui a pesé, sauf à ce que ce soit modifié, sauf à ce que la loi soit modifiée ou interprétée
très largement, eh bien, il n'y a pas de pesée des intérêts à faire. En revanche, c'est vrai, vous l'avez dit, qu'il arrive que les juges soient trop elliptiques. La Cour de cassation elle-même, dans ses arrêts, qui sont très clairs, ça prend beaucoup moins de temps à lire et à comprendre un arrêt de la Cour de cassation ou une décision de juge du fond. Les décisions de tribunaux de grande instance ou de cour d'appel sont rarement très longues, sauf exception. La concision est une grande qualité intellectuelle. Quand vous êtes concis, ça veut dire que vous avez réfléchi et que votre pensée ne part pas comme ça à volo. Mais il ne faut pas que ce soit elliptique. Alors peut-être, et sur ce point nous pouvons nous rejoindre, qu'il y a un effort à faire dans la motivation des décisions pour renforcer les raisonnements qui sont ceux des juges conduisant à donner raison à une partie et tort à une autre. C'est certain. Et peut-être que de ce point de vue, cela permettra d'avoir un contrôle plus juste de la part des juridictions européennes en question préjudicielle ou en recours CEDH. En revanche, utiliser cette méthode d'appréciation in concreto et de mettre les droits des uns et des autres sur le même plan, ça m'apparaît quand même extrêmement dangereux. L'arrêt de la CEDH que vous évoquez, la conclusion a été de donner raison aux droits d'auteur. Mais le raisonnement est redoutable et, au fond, est avant-coureur de l'arrêt du 15 mai. Elle a dit il y a la liberté d'expression, le droit d'auteur peut être une ingérence légitime qui fasse que la liberté d'expression soit ici contrôlée et réprimée. C'est un renversement total. Un droit exclusif qui est un droit fondamental, qui existe depuis la Révolution française, devient une ingérence dans la liberté d'expression. C'est un renversement philosophique, de philosophie juridique, qui est vertigineux. Ouais,